L'INSEP vous présente Médecins du sport. Vivez aux côtés des spécialistes de la santé des sportifs, des petits tracas jusqu'aux blessures majeures, la vie des médecins accompagnant l'élite des sportifs. Épisode 5, Imagerie médicale et sport de haut niveau, avec le docteur Christian Diby. Nous nous intéressons dans ce nouvel épisode de Médecins du sport au monde de l'imagerie médicale et plus précisément de la radiologie, en compagnie d'un médecin qui a exercé à l'INSEP, Christian Diby. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain. Alors Christian, avant d'aller au cœur du sujet, de parler de radiologie et de ton expérience, essayons de faire plus ample connaissance. Alors, pourquoi la médecine ? Combien de temps as-tu exercé ? D'ailleurs, je crois que tu viens encore régulièrement à l'INSEP. Et quel est aussi ton rapport au sport, et notamment au sport de haut niveau ? Voilà. Bon, écoute, pourquoi la médecine ? Moi, je suis passé à un bac philosophie et je pensais que pour faire de la philo, il fallait faire au moins un peu de science. Donc, du coup, avec quelques copains, on s'est inscrit en médecine à l'époque. Même avec un bac philo, on avait le droit de vouloir soigner les gens, éventuellement. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé en médecine. J'ai fait finalement mes études de médecine. Et durant les études de médecine et à la fin des études de médecine, j'ai été pion dans des lycées. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité d'être pion ici à l'Institut national des sports. C'est comme ça que je suis rentré à l'Institut national des sports à l'époque, en 1969, quoi. Juste après 68. Voilà. Et alors, le rapport avec le sport de haut niveau, il s'est fait d'emblée, puisque finalement, j'étais là pour m'occuper de gens qui faisaient du sport et pas à n'importe quel niveau. Parce que, voilà. Et rapidement, de pion, je suis passé au service médical comme interne de médecine à l'INSEP. À l'époque, il y avait deux établissements conjoints, l'INSEP et l'INS. Voilà. Mais en fait, on était médecin pour les deux établissements. Voilà. Et donc là, j'étais logé là, essentiellement pour qu'il y ait un médecin la nuit et puis assurer des consultations du matin, l'infirmerie du matin. En fait. Voilà le début de mon activité ici. Donc, en fait, tu as fait toute ta carrière à l'INSEP ? Eh bien oui, j'ai fait ma carrière à l'INSEP et en même temps que j'étais donc interne ici, j'étais évidemment dans des hôpitaux de l'assistance publique. Donc en même temps, j'étais externe, puis interne et puis donc j'avais les deux activités. Et après, j'ai été embauché à plein temps comme médecin du sport ici. Et au début, j'ai fait essentiellement de l'accompagnement d'équipes et de surveillance de l'entraînement. Et à ce propos-là, je suis assez rapidement intéressé aux problèmes physiologiques du sport et évidemment de la pathologie aussi. Et voilà. Donc, alors je peux évidemment vous dire que j'ai rapidement vu qu'on ne connaissait pas très très bien finalement la physiologie d'un homme à l'effort et en situation réelle. On était surtout branché sur des efforts réalisés en laboratoire pour effectivement de tester les gens, leur niveau, etc. Et ça, effectivement, c'était indispensable. Mais ce qui m'a paru indispensable, c'était d'aller voir quelles étaient les réactions essentiellement cardiovasculaires et respiratoires et de la tension artérielle sur le terrain. Et donc avec le docteur Dumas à l'époque, les docteurs Chignon et le docteur Leclerc, qui étaient les médecins responsables, enfin en tout cas mes responsables à moi, ils m'ont branché là-dessus. Et puis on a commencé par faire des études de la fréquence cardiaque, un peu sport par sport et un peu en fonction des demandes des entraîneurs. Donc c'était un travail de recherche entre guillemets sur le terrain
extrêmement intéressant parce que les athlètes étaient demandeurs, les entraîneurs et les médecins aussi. Notamment pour la tension artérielle. Mes copains cardiologues pensaient qu'on ne pouvait pas dépasser c'est-à-dire pas dépasser 20, etc. Donc, mais à l'effort très important, on peut monter jusqu'à 28, 30 de tension systolique, mais avec des caractéristiques particulières, c'est que entre les chiffres diastoliques et systoliques, enfin bon, c'est un peu technique, mais il faut que ça s'écarte bien pour que ça soit physiologique. Voilà, ça c'est une chose. Bon, voilà. Et puis alors donc, on a travaillé avec un électronicien du Collège de France, monsieur Pierre Vergezac, qui travaillait déjà pour d'autres physiologistes. Notamment, il avait travaillé pour... comment s'appelle-t-il? Celui qui descendait dans les grottes et qui est resté... Je ne trouve plus son nom, ça va me revenir. Et donc, il était très intéressé par mettre au point des systèmes de surveillance. Et si possible, dans notre cahier des charges, c'était à distance. Donc à distance, ça veut dire par radio. Et il nous a mis au point un appareil de télémesure électrocardiographique à distance. C'est-à-dire le sujet a un petit boîtier de la taille d'un paquet de cigarettes, à peu près. Et relié par radio, on pouvait enregistrer l'électrocardiogramme. Et donc, à partir de là, la fréquence cardiaque, le tout était reçu sur un récepteur qui lui-même était branché sur un oscilloscope qui permettait de vérifier que le signal était bon. Il s'agissait de signaux analogiques à l'époque. Et puis, le même signal était enregistré par une modulation phonique sur un enregistreur, un magnétophone classique. Alors du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser des pistes sonores d'un magnétoscope, alors, pour avoir l'image en même temps de l'athlète qu'on surveillait. Et à partir de là, tous les enregistrements pouvaient être secondairement dépouillés pour un traitement avec des repères donc, du temps, non seulement le temps par une horloge, mais aussi le mouvement de l'athlète. Voilà. Donc ça, c'était extrêmement précis et facile à comprendre. Et après, le dépouillement, ça, c'était autre chose. Mais donc, on avait un résultat quasi immédiat qu'on pouvait montrer au coureur qui venait de courir, à l'entraîneur qui, lui, en tirait des conséquences, et puis nous aussi. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc ça a été l'époque de la télémétrie électrocardiographique qu'on a fait pendant au moins 4-5 ans. Et mon but était de faire une cardio-vidéothèque du sport, c'est-à-dire une physiothèque du sport par sport. On n'a pas pu tout faire, bien sûr, mais on a fait le trampoline, et puis évidemment d'autres médecins ont travaillé sur d'autres sports comme les entraînements d'athlétisme, donc qui ont fait des travaux sur l'athlétisme. Moi, je me suis occupé aussi de nageurs, donc j'avais mis au point un système, enfin bref, j'ai réussi à étanchéifier le système pour aller dans l'eau, ça fonctionnait. Après, j'ai enregistré aussi la voile avec Marc Laurent sur les 4,70. On a fait plusieurs stages. On a fait un essai sur un parachutiste. Et puis aussi en automobile aux 24 heures du Mans et en rallye automobile sur les coureurs qui étaient connus à l'époque. C'était Henri Gretter, Marie-Claude Beaumont. Ça, c'était pour la catégorie plutôt rallye. Bon, voilà pour une activité. Ça, c'était dans les années 70 à 85, 83, 85. Et donc, cette étude physiologique par la technique télémétrique a été un peu doublée par le développement de techniques portées par les athlètes directement, le Holter. Alors c'était une autre technologie qui était bien aussi pour le dépouillement et l'interprétation par ordinateur.
mais qui n'avaient pas la possibilité d'une surveillance immédiate, puisque les gars couraient, on dépouillait après. Bon, et ça, c'était les gens de Cochin qui s'en occupaient, le docteur Fouillot. Donc, ils ont pris un peu le relais, le pas là-dessus, et il y a eu certainement aussi pas mal, il y a eu des publications, des tas de choses faites par eux. Bon, à l'INSEP, on n'avait peut-être pas non plus toutes les possibilités financières de poursuivre par ma technique, et donc c'est l'autre qui a pris le relais. Et à ce moment-là, j'ai fait une spécialité de radiologie. La radiologie, ça fait partie d'un groupe d'offres médicales qu'on appelle l'imagerie médicale. Il y a une partie imagerie médicale à l'INSEP. Alors, ça regroupe quelle spécialité hormis la radiologie ? La radiologie, c'était le terme pour englober déjà l'imagerie médicale, mais il n'y avait que la radiologie qui existait à l'époque. Donc moi, j'ai démarré, mais même ici, j'ai démarré la radiologie du temps de la guerre de 14 jusqu'en 40. Ici, on avait un développement manuel, comme un photographe, hein, donc à partir de films radiographiques, comme de la photo. Et donc, comme j'avais fait mon CES, du coup, je suis devenu radiologue de l'INSEP, là, en gros. Donc, j'ai fait installer à ce moment-là une vraie table radiologique télécommandée qui pouvait se mettre debout. On a acheté une machine à développer les films automatiques. Et puis, en même temps, est apparu d'autres techniques d'imagerie médicale. J'étais à l'époque aussi à Henri Mondor. Ces autres techniques médicales étant une technique qui utilise comme la radiographie et les rayons X, c'était le scanner, et en même temps une technique qui se développait, mais qui était tout à fait au début, c'est les ultrasons, c'est l'échographie. Alors c'est devenu maintenant très connu, très célèbre, très utile. Et donc, j'ai participé au développement de ces techniques-là à Henri Mondor et à l'INSEP, particulièrement pour l'échographie, qui était la seule technique pour voir se mobiliser, bouger les trucs qu'on ne voit pas à la radiographie. Donc, je reviens maintenant, qui sont les tendons et les muscles, grossièrement, si vous voulez. Et je reviens à la radiographie. Alors, la radiographie elle-même, c'est donc une technique par rayon X qui était utilisée pratiquement essentiellement pour bien voir les os, l'os, qui est les structures denses comme l'os, et puis à peu près, c'est tout. On voyait très mal les contours des parties molles. Elle était donc très intéressante quand même pour l'étude pulmonaire, parce que les poumons contiennent essentiellement de l'air qui n'arrête pas les rayons X, mais qui permettent de voir les petites cloisons qui sont dans les poumons, qui sont les alvéoles, enfin qui sont la machinerie qui nous permet de respirer, c'est-à-dire de faire des échanges respiratoires entre l'oxygène de l'air et l'oxygène qui doit rentrer dans le sang pour faire fonctionner les muscles, etc., et le cerveau. C'était une imagerie quand même bien développée, utile et assez extraordinaire, mais bon, et qui s'est complétée rapidement par le scanner, qui permet de bien voir l'os, qui permet de bien voir les muscles, qui permet de voir la graisse, qui permet de voir des structures de moindre densité. Le scanner, c'est un tomodensitomètre, c'est-à-dire que c'est un appareil qui fabrique des images à partir des densités, des variations de densité. Alors de la plus dure, comme le métal, à l'air, en passant par l'os, par le cartilage, par les muscles, et finalement la graisse, ça c'est de moins en moins dense, et puis l'air, voilà. Donc on comprend comme ça qu'on peut effectivement dessiner les organes corporels de façon assez précise, mais ce sont des images arrêtées, stables, réalisées sur des hommes ou des femmes qui sont allongés, donc et qui, alors
alors qui rappellent évidemment l'anatomie qu'on nous apprenait à l'époque sur un cadavre, c'est-à-dire sur quelqu'un d'immobile. Et là, je me trouvais dans une structure où l'homme n'est pas immobile du tout. Il n'est pas couché non plus pendant longtemps. En revanche, il est debout, il s'accroupit, il fait des tas de choses. Et ça, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas la disposition des différents organes, etc. Et puis voilà, après est arrivée l'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire l'imagerie magnétique qui est plus compliquée que les rayons X parce que ce n'est pas un seul paramètre qui est utilisé, un seul paramètre physique. Les rayons X, c'est un seul paramètre, c'est le rayon X qui est absorbé par la densité des corps qui traversent. Et après, à partir de là, ce qui ressort du corps est transformé en lumière, et ça a donné ce que j'ai raconté juste avant. Et l'IRM, c'est un peu plus compliqué. C'est l'utilisation de la physiologie du magnétisme magnétique, c'est-à-dire que c'est basé sur l'atome, sur les atomes eux-mêmes, et on pourrait faire une imagerie de molécules ou d'atomes plutôt différents. Et pour l'étude biologique des corps vivants, on a retenu un seul atome qui est l'hydrogène. Alors il se trouve que l'hydrogène, H2O, tout le monde connaît ça représente 70% du corps humain. Et donc on recherche et on interroge uniquement l'atome d'hydrogène et les variations de l'orientation de l'atome dans l'espace lorsqu'il est placé dans un aimant. En gros, c'est ça. L'orientation atomique est aléatoire d'une façon générale. L'orientation des atomes d'hydrogène, pour le coup, enfin, en tout cas de ce contenu dans l'eau, ils sont orientés différemment, de façon aléatoire, dans l'ambiance normale. Si c'est placé dans un champ magnétique, l'orientation de tous les atomes d'hydrogène va être orientée, va être dirigée tous sur le même côté. Je veux ne voir qu'une seule tête, en gros, c'est ça. Voilà. Et le fait de désorienter cette orientation, c'est-à-dire de relâcher, libère de l'énergie. Ça veut dire que les états atomiques, plutôt moléculaires pour le coup, parce que c'est les atomes d'hydrogène, les électrons qui sont autour, tout ça, quand on relâche le champ magnétique, qu'on l'interrompt, à ce moment-là, tout reprend sa place habituelle. Voilà. Et là, on libère de l'énergie. Alors là, bon, d'accord, et qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, il faut pouvoir l'enregistrer. Il l'enregistrait, et puis la discipliner un peu pour pouvoir en tirer quelque chose. Et les gars qui ont pensé à ça et qui ont réfléchi et qui ont fait des expérimentations, finalement, sont aperçus qu'en interrompant et en dérangeant plutôt l'équilibre qu'on avait installé par un champ magnétique, si on le dérange, à ce moment-là, on sait avec quelle puissance on dérange et qu'on arrête le truc. Enfin, on dérange, on re-range, on dérange, on re-range. Entre les deux, il y a une libération d'énergie et on est capable de savoir d'où vient cette libération d'énergie, de la quantifier, de la transformer en lumière et de créer des images. Voilà. Grâce à l'informatique et puis surtout aux mathématiques. C'est un peu compliqué, de toute façon, j'y connais rien d'ailleurs, mais je sais à peu près l'utiliser. Voilà, donc d'un seul coup, on se retrouve, enfin, quand je dis d'un seul coup, parce que ça a été assez rapide, on se retrouve avec la radiographie simple, classique, le scanner, une révolution, et l'IRM, encore une révolution, et surtout entre les deux et entre tous, l'échographie, seule imagerie dynamique.
Seule imagerie qui permet, et qui en plus ne présente aucun danger. Au contraire des rayons X. Les rayons X sont quand même un peu toxiques et les doses s'accumulant et tout. Donc, voilà. Donc, à l'INSEP, j'ai fait mon possible de développer échographie et rapidement l'IRM. Alors ça, rapidement, il a été pas très rapide. Mais enfin, on a réussi, grâce à Yves Desmarais, à Jean-François Lamour, qui heureusement était devenu ministre, à obtenir à l'époque hors agrément. Enfin, ça a été compliqué, parce que c'était soumis à autorisation. Nous, on n'était pas un hôpital, on était un peu plus qu'une infirmerie, mais enfin bon. Et j'avais repéré une société italienne qui fabriquait une petite machine, bas champ, qu'on pouvait installer n'importe où. Enfin, et donc, on a réussi à avoir cette petite IRM dans un premier temps, puis une deuxième. Alors la deuxième IRM, c'était une machine qui était capable de se mettre debout. Moi, ça m'intéressait particulièrement, là aussi, parce que sinon, elles sont toutes sur des hommes couchés. Et on a gardé cette machine d'IRM jusqu'il n'y a pas très longtemps, depuis que maintenant, on a une grosse machine d'IRM à l'INSEP. Alors, donc maintenant, le service d'imagerie de l'INSEP, c'est devenu vraiment un centre tout à fait moderne et plus que ça. On a d'ailleurs maintenant, on a eu enfin un scanner, mais le scanner, j'étais pas à fond pour, parce que c'est des rayons X, donc je me dis, si on peut s'en passer, alors on s'en passait relativement bien, on envoyait quand on avait besoin vraiment, on les envoyait à l'extérieur. Donc mais on a quand même besoin pour des petites articulations où on irradie très peu le patient pour faire notamment des arthroscanners, des injections de produits dans les articulations. Et c'était évidemment plus commode d'en avoir un ici. Donc Jérôme Renaud, qui a pris ma suite maintenant, là, s'est bien débrouillé. Ils ont réussi à avoir non seulement une IRM classique avec un vrai haut champ, enfin bon, et donc on a maintenant un panel d'imagerie vraiment bien développé. Enfin voilà un petit peu l'histoire, donc c'est un peu long, mais enfin voilà, donc en ce qui me concerne, j'ai eu deux époques. Une époque où on faisait plutôt la surveillance de l'entraînement, essayer d'améliorer les choses avec le docteur Dumas, et puis ensuite il y a eu d'autres médecins qui ont pris Vrillac, et puis il y a eu Barrault, il y a donc des médecins de Cochin qui sont venus, donc on est devenu une vraie équipe médicale un peu étoffée, grâce entre autres à professeur Rieux de Cochin qui a envoyé ses élèves, comme Éric Jousselin, comme Denis Barrault, donc, et puis un certain nombre d'autres qui ont continué à travailler ici, ou qui venaient travailler partiellement ici. Voilà. Donc en fait, j'ai connu le développement d'un service médical. Les plus anciens avaient commencé, c'est-à-dire essentiellement donc Andrivet, Chignon, Leclerc. Ça, c'était les premiers que j'ai connus, moi. Il y en a peut-être eu quelques-uns avant, mais que je n'ai pas connus. Alors, pour revenir spécifiquement à la radiologie, et notamment à l'époque où il n'y avait rien d'autre, alors moi j'ai souvenir comme petit garçon de faire des radios pour vérifier que je n'avais pas un os cassé après une chute ou quelque chose comme ça. Est-ce que, hormis cette utilisation-là, et notamment dans le sport de haut niveau, il y avait d'ores et déjà à l'époque d'autres utilisations possibles des rayons X en fait, de cette technologie-là? Il n'y en avait pas tellement, mais c'était essentiellement utilisé pour ça. Et puis, et sinon, c'était... Alors, c'est pas tout à fait vrai, bien sûr, parce qu'on a couplé avec l'utilisation... En tout cas, dans des examens non invasifs, c'est-à-dire sans injecter quoi que ce soit,
Bon, c'est essentiellement quand même pour la traumato, pour quand même l'étude aussi statique, c'est-à-dire quand même de l'homme debout, de l'appareil locomoteur, les genoux, les hanches, les pieds. Enfin si, c'est vraiment beaucoup d'utilisation. Pour ce qui concerne les viscères, les parties molles de l'abdomen, c'était utilisé pour rechercher dans les urgences abdominales. On avait quand même des renseignements intéressants, mais quelquefois déjà trop tardifs. Donc, mais enfin, oui, c'était... Voilà. Et en ce qui concerne donc la pathologie pulmonaire, c'était indispensable, vraiment indispensable. Et après, les autres pathologies, notamment crâniennes, alors pour la colonne vertébrale, bien sûr, c'est comme pour tout ce qui est osseux, donc très utile. Et pour les articulations, alors également très utile, avec la possibilité d'injecter en intra-articulaire des substances qu'on peut voir au rayon X, c'est-à-dire des produits qui sont denses. Donc généralement, ce sont des métaux, enfin c'est l'iode, quoi. On utilisait des produits iodés, l'iode est à un poids moléculaire assez élevé, enfin bref, donc on voit bien, et ça a été d'un apport formidable pour les articulations, notamment la pathologie des cartilages et des ménisques, en ce qui concerne les genoux et les autres articulations, parce que ça vient mouler ce qui se passe à l'intérieur de la cavité articulaire. Donc, le cartilage, on permet de voir un peu des petits trous, des ulcérations qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Les ménisques, qui sont des amortisseurs, qui sont entre les os, comme les cartilages, mais entre les cartilages, on ne les voit pas non plus de l'extérieur. On imagine qu'ils ont été esquintés quand l'interligne articulaire est raplapla. À ce moment-là, on se dit, bon, il n'y a plus de cartilage ou le ménisque est écrasé, mais on ne le voit pas sans injecter un produit dans l'articulation. Donc, voilà d'autres applications des rayons X, et plus d'autres qui ont été déjà utilisées pour essayer la densité des os. Même avant le scanner. Alors après, avec le scanner, évidemment, la densité, parce que finalement, la machine fait des images à partir de la densité. Donc on mesurait la densité, faire des densitomètres, des appareils qui donnent la densité pour prévenir l'ostéoporose chez les gens âgés, femmes et hommes d'ailleurs, et donner un signal d'alarme pour déclencher un traitement contre l'ostéoporose. Non, mais il y a eu d'autres, évidemment, applications de la radio. Mais elle restait insuffisante. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, oui, la radio proprement dite, en fait, est-ce que c'est pas une technologie qui peut paraître obsolète ? Elle n'est pas obsolète, à mon avis, elle est trop utilisée. Tant qu'à faire un examen qui irradie, à mon avis, il vaut mieux faire un scan. Parce que là aussi, on a fait des progrès très importants dans les doses. Alors, les imageries, les scanners, est plutôt moins belle qu'il y a une dizaine d'années. Parce qu'on a réduit les doses, mais c'est largement suffisante pour faire les diagnostics dont on a besoin et que peut nous donner le scanner. Donc, je trouve dommage de faire 1, 2, 3, 4 incidences qu'on faisait, parce que la radiographie simple, c'est une imagerie plane où tout se superpose et apparaît finalement sur une seule plaque. Donc c'est pas 3 dimensions, c'est 2 dimensions à plat. Donc pour pallier cet inconvénient, on faisait donc des faces, profils, 3/4 de la structure qu'on veut examiner. Et souvent, ça suffit déjà pas mal pour faire le diagnostic, c'est vrai. Mais c'est pas la peine de multiplier les trucs pour avoir de belles images radiographiques. Il vaut mieux faire
un seul passage sur un scanner, et à partir de là, c'est l'imagerie 3D, hein, puisqu'on interroge les pixels, enfin les trucs dans l'espace, et on peut en reconstruire dans tous les plans de l'espace. Donc, je trouve que, enfin, personnellement, je trouve que la tutelle, mes collègues, enfin, d'une façon générale, les constructeurs, enfin, on met beaucoup de temps à changer de technologie, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Hein, donc, même pour présenter l'imagerie, pour présenter l'anatomie, par exemple, c'est pareil. On reste toujours sur des schémas qu'on a appris dans notre cerveau, donc c'est difficile, hein, le progrès, alors que ça paraît quelquefois tellement évident, mais non. Mais c'est le progrès, en tout cas pour l'imagerie, mais c'est vrai pour beaucoup de choses, je pense. En gros, il y a des chaînes de production qui existent. Il faut bien les amortir, les vendre. Voilà, c'est tout. En tout cas, en ce qui concerne la radio, elle n'est pas obsolète, mais on peut la traiter différemment. Voilà, pour la radio à rayon X. Actuellement à l'INSEP, donc c'est surtout écho IRM et radio simple pour effectivement pour les doigts ou les trucs comme ça. Donc on veut une réponse immédiate. Ça c'est rapide et c'est pas irradiant. Voilà. Alors, parlons un peu de ton expérience à l'INSEP, justement. Est-ce qu'il y a, selon toi, un aspect spécifique du travail de radiologue ou de l'imagerie médicale dans un environnement de sportif de haut niveau ? Et d'une manière générale, est-ce qu'on exerce son métier de la même manière que dans un environnement grand public ? Pour l'imagerie médicale, oui. Enfin, la différence, c'est que dans le diagnostic, on essaye de traquer et de dépister une pathologie qu'on ne voit pas si on ne se met pas dans certaines positions anatomiques ou qui répètent, par exemple, et qui déclenche, par exemple, une douleur. Elle est liée simplement à une certaine position, et auquel cas, ça permet effectivement de mieux voir ou de démasquer une petite lésion qu'on ne voit pas si on ne le fait pas. Donc nous, ici, on est plutôt effectivement orienté par rapport au débit obligatoire des hôpitaux, enfin, ou même de services de radio lambda, qui font déjà beaucoup de choses très bien. Mais et nous, ici, en tout cas, c'est spécifique à cet établissement. On s'adresse à des pilotes du corps humain, quoi. Ce sont les athlètes ici de haut niveau. Quand ils sont blessés, ils veulent être réparés le plus vite possible. Ça veut dire aussi qu'ils veulent un diagnostic le plus vite possible. Alors c'est évidemment ce qu'on s'attache à faire ici. Et puis également, avant de donner, on s'attache aussi à comprendre et à donner des temps qui sont liés à la possibilité du pilote de course lui-même, c'est-à-dire il faut respecter des temps de cicatrisation. Alors, on a appris à connaître et à faire la part de ce que montrent les images et de la réalité, ce qui n'est pas toujours possible. Par exemple, souvent, des contusions osseuses sans fracture. C'est quand même effectivement des petites perturbations. Quand il n'y a pas de fracture de l'os cortical, c'est-à-dire l'os le plus dur qui est autour, celui qui fait. Mais il y a des petites lésions qu'on ne voit pas qui intéressent la partie centrale de l'os, le spongieux, comme ça que ça s'appelle, parce que c'est une trabéculation, une espèce de cloison qui forme aussi la solidité de l'os. Dans une contusion, il peut y avoir une réaction avec justement une modification du nombre d'atomes d'hydrogène, enfin un peu trop de flotte d'eau ou de sang ou un petit saignement. Et ces modifications à l'IRM sont bien visibles et elles persistent pendant assez longtemps.
Alors, au début, quand on avait vu ça, là, avec des marais, enfin avec les médecins, mes collègues, on dit, bon, tant qu'on voit ça, il vaut peut-être mieux pas reprendre tout de suite l'appui ou la course, etc. Et avec le temps, on s'est aperçu que c'était une cicatrice qui allait durer un certain temps, quelquefois 4 à 6 mois. Donc, alors que le sujet a récupéré complètement, il n'a plus de douleur, que la solidité de l'os maintenant est démontrée. Donc il y a une image et il y a la réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Donc on apprend ça aussi, donc c'est un peu particulier. Et maintenant, évidemment, ce qu'on découvre ici, ça passe après pour le grand public. Donc c'est pas inutile, effectivement, d'avoir des spécificités mais c'est comme les fabricants d'automobiles de course ou de bateaux. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui cherchent la perfection pour l'amélioration et la rendement et l'utilité. Mais ça passe quelquefois effectivement, ça passe par des spécialités particulières. Voilà. Mais ici, quand même, on a, en tout cas pour la médecine du sport, on a tout ce qu'il faut pour la faire progresser, quoi. Au bénéfice de tout le monde, dans un deuxième temps. Alors, hormis pour des actions de recherche ou en réparation d'un traumatisme, est-ce que l'imagerie médicale peut servir aussi pour la prévention de la blessure, par exemple ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Ah, oui. Déjà, pendant très longtemps, alors je ne sais plus où on en est pour le moment maintenant, mais on faisait passer d'abord systématiquement une radiographie pulmonaire, c'était quasi obligatoire, et pour rentrer dans une administration d'État, par exemple, même pour être prof de gym, même être enseignant, parce qu'on avait toujours peur de la tuberculose. C'était ça à l'époque, mais enfin, ça s'est resté comme ça. Et puis, pour le professorat, on faisait passer systématiquement des radiographies du rachis, à la recherche, entre autres, d'une petite malformation ou d'une petite fracture de fatigue. C'est ce qu'on appelle la lyse ismique, qui est fréquente chez les sportifs. Plus fréquente chez les sportifs, mais qui touche 5% de la population. Mais alors là, c'était une catastrophe. Quand c'était un gars qui préparait le professorat d'éducation physique, il risquait d'être... il ne risquait pas d'ailleurs. Il était rejeté s'il avait cette particularité. Bon, avec le temps, on s'est aperçu que... Alors effectivement, c'est vrai que les gens qui avaient cette particularité avaient des problèmes... de dos, lombaires, beaucoup plus fréquents que les autres. On pouvait quand même les soigner, éventuellement les opérer, quoi. Bon, et ça ne gênait pas vraiment leur capacité de professeur de sport ou d'éducation physique. Donc, mais ça a été les normes. Donc ça, c'était une prévention radiologique. Et maintenant, il y a des tas de tests qui sont biologiques et en imagerie, on ne fait pas systématiquement d'imagerie, c'est vrai. En ce qui concerne le sport, c'est plutôt des préventions par des examens cardiologiques, c'est le cœur, et puis après, ce sont des tests de débit d'entraînement, etc. Mais pour le dépistage, à ce moment-là, on peut faire effectivement du dépistage de pas mal de pathologies par l'imagerie. On ne le fait pas trop. Ça se fait, ça devrait se faire d'ailleurs, à mon avis, à partir de 40-50 ans. Il y a des examens qu'on devrait faire passer systématiquement. C'est-à-dire, en gros, un scanner thoraco-abdominopelvien et une IRM cérébrale. Ça devrait être quasi obligatoire, ou en tout cas patronné par les mutuelles et la sécurité sociale. Parce que ça fait partie du dépistage. Après, ça devrait faire partie du dépistage. Puisque dans l'exercice de ma profession,
Le nombre de fois où j'ai découvert des pathologies un peu trop tard, ou d'autres assez tôt, qui est tout à fait bénéfique pour le patient, qu'on peut régler par ce genre d'examen préventif. Voilà. Alors ça se fait, je crois d'ailleurs, de plus en plus, et c'est certaines mutuelles qui font ça, mais ça devrait être quasi pas obligatoire, mais enfin oui, ça devrait. On pourrait effectivement dépister des anomalies articulaires ou musculaires, mais enfin comme ces anomalies sont quand même très rares, ça n'a pas tellement un gros intérêt. Si elles sont gênantes, on va les dépister assez rapidement sur le début du sport, en ce qui concerne le sport. Ouais. Voilà. Donc après, l'imagerie cardiaque, c'est autre chose. J'en fais, enfin, j'ai travaillé un peu sur l'électrocardiographie, mais pas l'imagerie. Et maintenant, l'imagerie cardiologique, c'est pareil. Elle bénéficie des ultrasons, de l'IRM et de l'électricité, comme l'électrocardiogramme. Mais ça a fait des progrès énormes. Et là, il y a des trucs effectivement préventifs et quasi obligatoires à faire pour le sport, notamment le sport de haut niveau, mais d'une façon générale. Christian, tu as beaucoup d'expérience, hein, on l'a entendu. Est-ce que tu as, notamment au contact des sportifs et au sein de l'INSEP, des anecdotes particulières à partager ? Oh oui, mais après, oui, c'est des histoires un peu de chasse, c'est des anecdotes, mais c'est vrai que c'était... Mais quand même, qui sont intéressantes. Par exemple, on avait été enregistré le chœur du pilote Henri Greider sur la ronde Sévenol. C'est une course, c'est un rallye, quoi. C'est un rallye. Et alors, c'était très intéressant parce qu'il était responsable de la sécurité, enfin à la Fédération des sports automobiles. Et donc, il développait des ceintures de sécurité. C'est grâce à ces gars-là qu'on a, nous, maintenant, des ceintures de sécurité. Bon, mis à part ça, moi, j'y étais pour enregistrer son cœur et voir quel était le coût énergétique, enfin, en tout cas, avoir un témoin du coût énergétique par l'intermédiaire de la fréquence cardiaque et d'électrocardiographie, d'un tour de circuit, enfin, dans la ronde Sévenol, parce que c'est un circuit qu'ils font. Pour vous dire quel est le danger de ce truc-là, c'est que sur les 80 voitures au départ, il n'y en a eu que 16 ou 20 à l'arrivée. Donc il y en a beaucoup qui sont sortis de route. Bon. Et dans les Cévennes, avec des précipices, enfin, bon, il n'y a pas eu trop de casse, mais enfin, il y avait... Et donc, il m'avait emmené pour faire un tour avec lui, donc pour faire un tour de repérage. Alors, je suis resté dans la voiture, bon, ça c'était bien, c'était bien. Alors, j'ai vu ce que c'était, je un peu... Il n'allait pas trop vite, mais enfin quand même, il s'entraînait, donc il dirait tel truc, puisqu'il connaissait par cœur le circuit. Et puis, lui-même, il n'a pas fini la course, hein, parce qu'il a perdu une roue. Et j'enregistrais son cœur et en même temps sa voix. Donc, mais j'étais plus dans la voiture. Hein. Non. Et alors, on entend le bruit de la voiture. Il perd une roue. On entend un juron, bien sûr. L'accélération du cœur. On entend le bruit de la bagnole. C'était dans un virage. Il savait qu'après ce virage, il y avait un trou. Il ne fallait pas qu'il sorte sur sa droite. Et donc, pour arrêter la voiture, il a frotté contre la montagne, en tournant le volant vers la gauche. Enfin, je ne sais pas, il s'est débrouillé. Et c'est extraordinaire. On voit le cœur qui s'affole un peu. Et puis, hop, il recommence. Parce que dès qu'il s'est arrêté, le truc. Et voilà, chapeau. Hein. Donc, là, c'était un enregistrement. On avait tout, en tout cas en ce qui concerne le cœur, sur un accident de ce type-là.
Et donc, à la fin de cette épreuve, j'ai fait avec lui le tour du circuit. Parce que lui, il allait vérifier tous les systèmes de sécurité. Et donc voilà, c'est une expérience d'un truc intéressant sur le terrain, on peut dire. Oui, voilà. Alors sur l'imagerie médicale, oui, c'est un lutteur, oui, une fois, qui est venu parce qu'il avait une persistance de douleur de la cuisse. On lui avait fait une radiographie qui ne montrait rien. C'est le début du scan et de l'IRM. Non, j'ai fait. Et donc, c'était le début de l'échographie. Oui, j'avais donc déjà installé un appareil d'écho à l'INSEP. Et à l'échographie, je fais le diagnostic à l'échographie d'une lésion de l'os, parce que la surface du fémur, c'était pas normal. Alors on voyait pas à la radio, on voyait rien. Mais quand même, c'est bizarre ce truc-là. Et du coup, je travaillais toujours à Mondor, enfin à l'époque. Et on lui a fait aussi le scanner. Et au scan, on a découvert une lésion osseuse qu'on a pu... une lésion osseuse dont j'ai cru à l'époque que c'était un début de cancer. Et heureusement, sur le deuxième diagnostic, c'était une infection osseuse, une ostéite, quoi. Et en effet, heureusement, c'était ça. Mais c'est déjà un point assez important. Et bon, bref, voilà, une anecdote grâce à l'échographie du début. C'était un de mes diagnostics dont je me souviens bien. C'est surtout l'athlète qui s'en souvient bien. Chaque fois qu'il me croise, il vient me voir et il me fait la bise. Non, bon, ça c'est... Ouais, une anecdote d'imagerie, oui, c'est celle-là. Ouais, c'est une imagerie, voilà. Et puis, à cette époque-là, alors c'est pareil, là, les gens disaient, ouais, non, mais c'est pas pour l'os, hein, l'échographie, c'est pas pour l'os, c'est pour les muscles, les tendons, la graisse, ce que tu veux, mais l'os, sûrement pas. Mais non, c'est pas si. La surface de l'os, l'écho, c'est des échos. Hein. La technique, c'est on envoie un son, il revient, en fonction de la vitesse qui met à revenir, on sait la profondeur de l'écho. Et l'écho donne un point. Alors, point plus point plus point, ça fait une ligne. Ou ça fait, quand on en met plusieurs, ça fait une surface, puis ça fait un dessin. Bon, voilà. Et donc, donc on voit bien le tour de l'os. Tu vois pas l'intérieur, mais tu vois le tour. On dit, ouais, voilà, on voit le tour de l'os, il se passe quelque chose dans l'os, il faut aller plus loin. Bon. Donc, radiographie simple, on voit rien. Écho, on voit quelque chose. Et scanner ou IRM, on voit l'intérieur de l'os. Bon, il y a une anecdote avec un schéma d'utilisation de l'imagerie, oui. Eh bien, merci beaucoup, Christian, pour ce partage de connaissances. Moi-même, j'ai appris énormément de choses en t'écoutant religieusement. Donc, merci d'être venu répondre à quelques questions. Et puis, bonne continuation, parce que, comme je l'ai dit au début, tu reviens régulièrement à l'INSEP. Quand je viens en fait pour les staffs médicaux couplés à l'imagerie. Alors, ils sont organisés par Michel Créma et Jérôme Renou ou d'autres radiologues. Et puis moi, je viens de l'extérieur, souvent avec des dossiers. Parce que je travaille maintenant à l'extérieur et je vois quand même pas mal de pathologies osteoarticulaires et notamment de sportifs, mais qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui sont informatifs pour certains dossiers, certains diagnostics qui sont intéressants pour tout le monde ou qui posent des problèmes dont on discute ensemble. Donc voilà, donc ça maintient une activité pseudo-intellectuelle. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci Christian, à bientôt. Merci. Les podcasts de l'INSEP, médecins du sport. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.